Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes bien sur la RBS 91.9 et vous écoutez l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Aujourd'hui au micro et à la technique, comme d'habitude, Eric. Bonjour Eric. Bonjour Nabou, bonjour Strasbourg. Désolé pour le faux départ, il y a eu un petit souci de micro. Et du coup, au micro, pour nous donner à entendre la voix du monde, l'incontournable Nabou. Merci Eric. Alors Eric, de quoi allons-nous parler ce soir ? Alors aujourd'hui, ce soir, là, on va parler de l'apprentissage de la langue française. Parce que si Molière connaît si bien les ressorts de notre langue, c'est aussi parce qu'il est né français. Il a grandi en écoutant parler notre langue, mais c'est pas le cas de tous les habitants et les habitantes du monde. Beaucoup ne connaissent pas un mot en franchissant les frontières, les touristes, mais surtout les étrangers qui arrivent sur notre territoire et veulent y vivre. À une époque, un président petit et nerveux estimait que pour avoir le droit de vivre sur notre territoire, il fallait pouvoir écrire une dictée en français. Sans aller aussi loin dans l'absurdité et imposer aux étrangers une dictée que beaucoup de Français ne pourraient pas rédiger sans faute, il paraît tout de même nécessaire de permettre aux nouveaux arrivants d'apprendre notre langue, ne serait-ce que pour pouvoir s'en sortir au quotidien dans le territoire. Oui, et sans oublier que si on ne parle pas la langue du pays dans lequel on vit, on risque de se retrouver isolé et de se replier sur soi-même. S'il y a des pays francophones, le Sénégal en fait partie, beaucoup d'entre eux ignorent tout du français. Si l'on peut estimer qu'une des raisons des difficultés d'intégration au-delà des phénomènes de discrimination, la barrière de la langue est la première raison de l'isolement des étrangers. C'est aussi un excellent moyen de contrôle pour les réseaux, tout en genre, de l'esclavage à la prostitution. On peut contrôler quelqu'un qui ne parle pas la langue du pays. Cette personne qui n'est en mesure de demander de l'aide, elle ne sait pas où ni qui chercher. De l'esclavagisme, c'est pas aboli en France, l'esclavagisme ? Si, mais il y a des réseaux de travailleurs clandestins qui, dès l'arrivée en France, enchaînent les travailleurs et les travailleuses à l'heure établie dans un atelier clandestin, soi-disant pour payer leur voyage, mais dans les faits, c'est de l'esclavage moderne. Il en est de même pour les hommes qui vont chercher, voire acheter des femmes dans les pays les plus pauvres. Ces femmes finissent isolées dans des appartements, des maisons, sans pouvoir communiquer avec leurs voisines et voisins. S'il y a vraiment des mariages d'amour, dans les faits, les hommes qui épousent les femmes étrangères les font venir et les enferment à la maison et font d'elles des esclaves qui vivent dans un tel isolement qu'elles sont soumises corps et bien à leur mari. Et il y a aussi les réseaux de prostitution qui, en plus de soumettre la force de travail des plus démunis, soumettent leur corps à leurs intérêts. Des gens sans défense, à qui on a pris leurs papiers et qui sont enfermés dans une prison de silence. En effet, en faisant un peu le tour de toutes ces situations, il semble extrêmement important d'apprendre le français. Et nombre d'associations s'attellent à cette tâche humaine primordiale, souvent avec peu de moyens, comme les AFL, les associations familiales laïques, vont nous parler nos invités de la deuxième partie de notre émission, Magali Fleury et Marianne Vollet, que vous connaissez déjà. Et oui, mais dans un premier temps, nous allons donner la parole à Anne Westermann et à Daniel Dayan, qui organisent ou participent aux ateliers FLE à l'ARES de Strasbourg. Et nous allons les entendre directement après la pause musicale. À ce propos, que vas-tu nous proposer, Eric ? Alors, tout à l'heure, quand on parlait de migration, je me suis dit que je me suis rappelé d'une chanson qui parlait de migration, avec beaucoup de poésie et beaucoup de réalisme. Alors, je me suis dit que ce serait bien de l'entendre, cette chanson. C'est Lily de Pierre Perret. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, 91.9. Bonjour, vous êtes de retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers, diffusée sur RBS 91.9. Aujourd'hui, nous parlons du FLE, le français langue étrangère, le dispositif qui permet à celles et ceux qui ne parlent pas notre langue de l'apprendre afin de devenir membre de notre communauté nationale. Et oui, je pense qu'on fait partie de la communauté nationale à partir du moment où on peut discuter avec les gens. Alors, pour en parler avec nous, nous avons dans notre studio Anne Westermann. Oui, bonjour.
Fei Q Bonjour. et Daniel Dayan qui font du FLE ou du FLE à l'ARES. Bonjour. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire depuis quand le FLE existe à l'ARES? Alors bonjour, je m'appelle Anne Westermann, je suis référente famille à l'ARES, l'association des résidents de l'Esplanade, qui organise un centre socioculturel et d'autres actions. Donc je suis référente famille, c'est-à-dire je mets en place des activités pour les adultes, les seniors, mais aussi les familles. Et dans les activités adultes, il y a donc les cours de français langue étrangère et l'alphabétisation. Donc moi j'organise ça depuis 13 ans. Avant ça existait déjà sous forme plutôt d'alphabétisation. Donc l'alphabétisation c'est vraiment l'apprentissage de la lecture du français pour après développer d'autres compétences. Et on avait aussi des actions en retour à l'emploi pour les femmes. Mais donc depuis 13 ans, au départ c'était aussi en lien avec l'association de parents d'élèves de l'école maternelle, l'école Sturm, qui avait pas mal d'accueil de parents d'origine étrangère, qui avaient commencé à développer des actions de rencontres, groupes de conversation. Et on s'est dit, comme nous, on avait un public, eux un public, pourquoi pas coordonner ça et proposer plus d'offres. Mais à un moment donné, ils ont eu moins de bénévolat pour tout ce qui était vraiment apprentissage du français. Ils ont continué des actions de rencontres pour les parents d'origine étrangère. Et du coup, c'est nous qui avons un peu récupéré la demande, les besoins d'apprentissage de la langue française. Et donc, depuis 13 ans, on développe ça sur le quartier de l'Esplanade. On accueille aussi des publics côté Conseil des 15. Voilà. D'accord. Alors moi, je m'appelle Daniel Dahan. Je suis bénévole à l'ARES depuis 3 ans et je m'occupe de la conversation dans le cadre du FLE. D'accord. Et notre dernier invité? Moi, il est à l'ARES, ça fait 10 ans. Et je dois apprendre français à l'ARES. Et aujourd'hui, je peux lire et je crie encore pas très bien. Et parler, ça va. Et il faut encore continuer à apprendre à être mieux encore. D'accord. Alors, qui sont vos élèves ou étudiants et comment se passe l'inscription et l'encadrement? Alors, on a un public assez varié. L'inscription, c'est souvent le bouche à oreille, c'est-à-dire que souvent c'est des amis, des membres de la famille, les voisins qui orientent. On a aussi un accueil à l'ARES parce que comme on est une grosse structure, un grand centre socioculturel, on a parfois des enfants qui font déjà des activités à l'ARES, qui ont des parents d'origine étrangère. Et donc parfois c'est mes collègues de l'accueil qui peuvent aussi dire, ah vous savez, il y a des cours de français, des groupes de conversation, peut-être que ça peut vous intéresser. Oui. Et les autres possibilités d'orientation, c'est parfois des structures, des foyers d'hébergement, des associations comme la CIMAT qui peuvent orienter vers des structures associatives, des structures de proximité pour démarrer un peu un parcours d'apprentissage de la langue. Et on a aussi parfois des gens qui ont déjà un certain niveau, mais encore des difficultés à trouver un emploi, soit parce que l'oral n'est pas encore parfait, ou se sentent encore un peu dévalorisés par rapport à ça, ou parce qu'ils ont des difficultés aussi avec l'écrit. Du coup, ça peut être des assistantes sociales ou Pôle emploi qui peut aussi orienter des publics vers nous pour maintenir un niveau. D'accord. Et du coup, quelles sont les propositions de cours, d'activités, d'animation, enfin toutes ces choses-là que vous proposez? Alors, il faut déjà comprendre qu'il y a 2 profils, c'est-à-dire le public en alphabétisation. C'est un public qui a été peu ou pas scolarisé dans leur langue, dans leur pays d'origine. Souvent, c'est un public féminin, mais on a aussi actuellement des gens qui ont une langue, un alphabet très différent d'une autre. Donc, on a parfois des gens qui ont appris le perse, mais qui ne savent pas lire une langue européenne, ou qui savent l'arabe, mais qui ne connaissent pas une langue européenne. Donc, ils doivent d'abord apprendre à lire en même temps que apprendre les premiers mots, les premières expressions pour communiquer avec leurs voisins, avec les administrations. Donc ça, c'est le côté alphabétisation. Et sinon, le français, langue étrangère, effectivement, c'est l'apprentissage d'une langue comme une nouvelle langue, parce qu'ils viennent effectivement s'installer en France pour plus ou moins longtemps. Et donc là, on a différents publics, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont européens, qui vont venir vers nous. Souvent, c'est
aussi plutôt un public féminin parce que le mari travaille pour une institution européenne, les enfants sont scolarisés et les mamans ont besoin d'apprendre le français pour se débrouiller dans la vie quotidienne et aussi profiter de ce moment-là pour apprendre le français dans leur vie. Et puis sinon, on a effectivement des primo-arrivants aussi qui sont orientés, comme je l'ai dit avant, par des structures ou par le bouche à oreille, qui vont vraiment aller dans des cours de débutants en langue française. Après, on a aussi des niveaux plus avancés ou intermédiaires, donc ça peut être d'autres orientations. Ça veut dire des gens qui ont déjà appris il y a quelque temps le français, mais qui ont encore des difficultés. Mais voilà, comme on va vérifier si leur niveau à l'écrit, il y a l'oral, quel est leur niveau pour pouvoir les mettre dans tel ou tel groupe. Mais on a aussi une demande qui est un peu plus régulière, des gens qui savent déjà des choses, qui ont appris les bases, mais qui ont besoin d'entretenir le français parce que peut-être dans leur quotidien, ils ne parlent pas assez français, parce que dans leur famille ou dans leur communauté, ils parlent leur langue d'origine. Et donc, ils ont besoin, voilà, de rencontrer des bénévoles, d'autres habitants du quartier pour parler le français. Donc, on met en place des groupes de conversation pour qu'ils soient plus à l'aise dans la prise de parole en français, pour que ce soit plus facile une fois qu'ils sont devant une administration ou pour discuter avec un professeur d'école, etc. Et en parallèle de ça, on a encore d'autres offres, c'est-à-dire que des gens qui ont appris avec nous, à un moment donné, vont arrêter et suivre d'autres formations, se mettre à rechercher un emploi, mais on a aussi des gens qui restent un peu avec nous et qui vont profiter de nos animations de quartier, des animations socioculturelles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir participer à des sorties, des rencontres familiales, nos animations de quartier, même devenir bénévole. C'est le cas par exemple de Féeux qui a appris à lire avec nous, qui après a suivi des cours de français classique, qui maintenant reste encore un peu dans notre structure pour continuer un peu à progresser en écriture, parce que l'écriture en français c'est pas si facile que ça pour quelqu'un d'origine chinoise. Et puis voilà, de temps en temps elle donne aussi un coup de main, par exemple en animation senior, on a des thés dansants, c'est quelqu'un qui est actif et qui nous aide aussi ponctuellement et qui participe à des rencontres avec d'autres publics. Du coup, il y aura d'autres activités. Je crois que Daniel anime un type précis d'activité. Pardon. Moi, je m'occupe des intermédiaires, des Français intermédiaires, et il y a d'autres activités où elles peuvent participer. Il y a des réunions, il y a des sorties organisées par Anne, qui sont des sorties culturelles ou à la campagne, où ça permet à ces femmes de se rencontrer et d'échanger avec des Françaises et donc de pouvoir parler de la vie quotidienne. D'accord. Et du coup, fait ou Q oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme activité? Moi, première chose, je cours de français. Et des fois, sortir avec la Hesse, un peu sortir, activités, les musées, je sais pas, il y a des quoi les fermes, les voilà. zoos, etc. Voilà. Et sinon, j'ai encore... Le mardi, qu'est-ce que tu fais le mardi? Mardi, je fais les dessins. Des fois, je fais les cuisines avec les seniors ensemble. D'accord. Voilà. Mais moi, j'aime bien la reste, ça fait longtemps. Je suis d'habitude. Voilà. Ah, c'est bien. Du coup, quelles sont les personnes qui s'occupent des enseignements ou des encadrements chez vous? C'est des bénévoles ou c'est des... Alors oui, c'est une bonne question. Donc j'ai une collègue qui est professeure de français langue étrangère, qui a vraiment un petit mi-temps. Donc elle va vraiment travailler avec des primo-arrivants, des grands débutants. Ou des gens de quartier prioritaire, voilà. Et sinon, j'ai pas mal de bénévoles. Donc chaque année, j'ai entre 7 et 9 bénévoles qui nous aident à mettre en place soit des cours de niveau plus avancé, soit des groupes de conversation, des ateliers d'écriture. Donc voilà, c'est l'apport des bénévoles est assez important. Donc parmi mes bénévoles, j'ai à la fois des retraités, des gens qui ont été professeurs, travailleurs sociaux, médecins. Mais j'ai aussi parfois des jeunes actifs, ça veut dire qu'on a des gens qui viennent en soirée pour un atelier d'écriture ou en après-midi pour un groupe de conversation. J'ai déjà aussi eu des bénévoles qui étaient en recherche d'emploi, qui avaient travaillé dans les ressources humaines ou qui voulaient savoir si les métiers de l'animation
ou de la formation pouvait les intéresser. Donc par exemple, j'ai quelqu'un qui a travaillé dans le graphisme, qui est devenu bénévole grâce à une amie, qui a vraiment développé avec moi tout ce qui était groupe de conversation. Et après, elle s'est formée au niveau de l'Alliance française pour être professeure de français langue étrangère. Et actuellement, elle est professeure en Écosse. D'accord. En français langue étrangère, mais pour des Écossais. C'est original aussi. C'est bien. Donc voilà, on a vraiment différents profils de bénévoles. Ça fonctionne vraiment beaucoup grâce aux bénévoles. Moi, je suis plus en coordination. Ça veut dire que j'accueille le public. C'est moi qui essaie de voir un peu le niveau, les besoins, de voir s'il y a de la place. Parce que parfois on a aussi des gens qui sont en attente de trouver une activité. On a aussi des gens qui essaient de s'inscrire à un maximum de cours. Donc on s'inscrit dans un autre centre socioculturel ou sont peut-être déjà inscrits à l'université populaire. Ils essaient de compléter leur semaine pour apprendre un maximum. Donc voilà, j'essaie de voir comment qui peut accéder à quoi. Sinon là dernièrement, on a reformé un groupe de nouveaux débutants, enfin primo arrivants, un groupe de grands débutants. Et là, c'est grâce à des stagiaires. Donc on a aussi des stagiaires en master didactique des langues, français langue étrangère. Donc voilà, on a pu redémarrer un groupe en milieu d'année scolaire. Donc on travaille un peu sous forme de semestre. Donc on essaie de voir qui reste avec nous jusqu'à fin janvier, qui continue un peu dans les groupes et qui on peut éventuellement faire intégrer certains groupes ou s'il y a une grosse demande et parce qu'on a des stagiaires ou des bénévoles, recréer un groupe de niveau spécifique. D'accord. Alors, qui peut bénéficier des activités que vous proposez? Y a-t-il des conditions spécifiques à remplir pour pouvoir y participer? Alors en début d'année scolaire, l'inscription se fait en début d'année scolaire, donc au mois de septembre. Donc on a des gens, qu'on invite parce qu'ils étaient sur liste d'attente, par exemple, où le bouche-oreille fait que voilà, en été les gens essaient de s'inscrire, mais il y a pas beaucoup d'offres en été. Du coup, ils vont s'inscrire en septembre, et là c'est un peu en fonction des premiers arrivés, du nombre de personnes qui ont besoin de tel ou tel groupe. Après, en milieu d'année, on va faire plus attention si des gens habitent le quartier. Parce qu'effectivement, notre quartier prioritaire, c'est le quartier Vauban, c'est les gens de l'Esplanade, Conseil des 15, c'est un peu notre fond de public, on va dire. Mais on a parfois des orientations, foyers d'hébergement ou autres associations. Donc au départ, on va accueillir un peu tout le monde, mais on va quand même essayer de savoir qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez nous. Est-ce qu'il y a peut-être un ami qui habite ou que peut-être que leur adresse administrative est au centre-ville, mais que finalement ils sont quand même hébergés sur notre quartier. Donc on essaie un peu avec le temps de voir un peu pourquoi ils viennent vers nous, s'ils sont vraiment de d'autres quartiers, pour les fidéliser, etc. D'accord. Voilà. Du coup, moi j'avais une autre question déjà. C'est quoi exactement les pratiques de conversation? Donc, voilà. Question pour Daniel. C'est pour moi. J'ai deux groupes donc qui parlent français moyennement. Le premier groupe du mercredi est un peu une conversation libre. Donc on a établi un thème en commun puisque ces personnes viennent un peu de tous les pays. J'ai de la Tchétchénie, de la Géorgie, de la Moldavie, de la Chine. Et donc, on a décidé de parler un petit peu chacune de leurs pays. Il y a plusieurs thèmes. Donc, elles commencent par parler du relief et de la vie économique du pays en fonction de cartes régionales que je leur donne. Ensuite, elles ont choisi aussi la culture, l'éducation scolaire et la cuisine. D'accord. Et l'autre groupe, qui est plus nombreux, c'est celui du jeudi. On travaille sur des thèmes que nous donne Anne, qui sont des thèmes de la vie courante et que nous travaillons par lecture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, elles lisent un paragraphe, on explique ce paragraphe, on explique les mots qu'elles ne connaissent pas et on cherche des homonymes. Et comme ça se passe l'après-midi. Voilà. Et la deuxième question que je voulais poser, c'était la question de vous travaillez avec quel partenaire? On a vraiment plusieurs partenaires. Comme j'ai dit, c'est déjà les partenaires orientateurs entre guillemets, donc c'est-à-dire assistantes sociales, Pôle emploi, toutes les associations d'étrangers, etc. Qui peuvent orienter les foyers d'hébergement aussi, voilà.
Sinon, on a aussi des partenaires financiers, donc la ville via le contrat ville, l'État aussi via le contrat ville. On a des partenaires aussi comme le CRAP Carly qui a changé de nom. C'est un groupement maintenant d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle. Donc pour nous, c'est un centre de ressources, de documentation et de formation. Donc ça, c'est un partenaire privilégié quand même, qui connaît effectivement tout ce qui se met en place au niveau associatif sur Strasbourg, qui peut orienter le public. Et du coup, par exemple, à la rentrée, on a envoyé 2 bénévoles, 2 nouvelles bénévoles se former et échanger avec d'autres bénévoles un peu sur leurs pratiques. Donc voilà, on a vraiment des liens assez étroits avec cette structure. Sinon, on travaille aussi en fédération des centres socioculturels. Donc la réflexion du français langue étrangère, on dit aussi maintenant français langue d'intégration, FLI. Se fait effectivement aussi avec nos partenaires des autres centres sociaux. Donc voilà, on essaie de voir un peu quels sont les outils, les référentiels qu'on peut mettre en commun. On essaie de valoriser notre travail. On essaie aussi d'organiser des rencontres entre bénévoles. Et là, on a pour projet, sans doute plutôt pour l'année prochaine, de créer une grande journée d'animation et de rencontres pour pouvoir permettre à des publics des autres sociaux de se rencontrer entre eux, des apprenants de français, langue étrangère entre eux. Donc, et de valoriser aussi notre travail. D'accord. Voilà. Sinon, grâce aussi au CRAP Carly, on participe à Plaisir d'écrire. C'est l'opportunité pour des groupes plus avancés de participer à des ateliers d'écriture. Parfois, il y a un thème, parfois pas. Cette année, il n'y a pas de thème. Mais voilà, on essaie de mettre en place des petits exercices au fur et à mesure d'expression à travers l'écriture du français. Et puis, on étudie aussi des textes qui ont été écrits par d'autres apprenants les années précédentes. C'est un bel outil de travail et de compréhension du français, parce que souvent les gens parlent un peu de leur vécu, de comment ils sont arrivés en France, leurs premières impressions en France. Et du coup, c'est des beaux textes qu'on apprécie d'étudier avec nos élèves et qui peuvent inspirer certains de nos élèves à oser écrire le français. Parce que c'est pas une langue facile, mais par le biais de ces ateliers, par le biais de ces lectures, on arrive à participer à oser écrire. Et à un moment donné, on sélectionne un texte et on le propose au CRAP Carly, et ils vont éditer un recueil de tous ces textes qui ont été écrits dans les différents ateliers d'écriture, donc dans les centres socioculturels comme nous, français langue étrangère, ou les associations aussi, et parfois aussi pour des publics en difficulté, c'est-à-dire publics proches de l'illettrisme ou un remise à niveau en français aussi. Voilà. Donc ça, c'est une belle aussi expérience sur l'année. Oui. Alors, est-ce que les formations ou les activités que vous proposez sont sanctionnées par des diplômes ou des documents à la fin? Alors, on a des publics qui nous demandent souvent une attestation, parce que parfois c'est pour le renouvellement de leur titre de séjour qu'ils ont besoin, qu'ils ont envie de dire qu'est-ce qu'ils font pour apprendre le français. Donc nous, pour le moment, on peut seulement leur délivrer une attestation qui dit qu'ils sont depuis tant et tant chez nous, qu'ils font tant et tant d'heures, qu'ils sont réguliers, et s'ils participent éventuellement à d'autres actions du centre socioculturel. Ça les met en valeur, on va dire. Mais voilà, on n'est pas un centre de formation, on est vraiment plutôt souvent une étape dans leur parcours d'insertion professionnelle ou insertion sociale. On est une étape importante, mais souvent les gens, on va leur donner juste une attestation. Sinon, ce qui est important pour nous, c'est plutôt l'auto-évaluation. C'est-à-dire que à des moments de l'année, ça peut être au milieu de l'année et à la fin de l'année, on essaie de voir un peu si les gens ont le sentiment d'avoir progressé, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont progressé. Et là, c'est en écoutant les uns et les autres parler qu'on se rend compte que ceux qui ont progressé le plus, c'est parce que ils ont pris le temps de lire chez eux, qu'ils ont été sur Internet, etc. Alors c'est vrai qu'on encourage beaucoup la lecture, on encourage à participer à des groupes de conversation animés par Daniel ou par d'autres bénévoles. Donc voilà, c'est toute cette dynamique-là qui est importante.
Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont apprendre assez vite le français. Au bout de 1 ou 2 ans, on va plus les voir. Ils vont développer des compétences et après se former ailleurs. Et puis il y a d'autres qu'on va suivre un peu plus longtemps parce qu'effectivement, ils ont vraiment besoin de cette structure de proximité pour se rencontrer, pour se sentir utile, pour sortir de chez eux, rencontrer d'autres personnes. Donc d'abord, ils se rencontrent entre étrangers, entre guillemets, avec des bénévoles et des professeurs. Et après, ils vont aussi rencontrer des personnes âgées, des publics jeunes du centre et échanger avec ces publics et se sentir à l'aise aussi avec ces publics-là. Voilà. J'avais encore 2 petites questions pour finir. La première, c'est déjà comment ça se passe pour la suite. Est-ce que quand ils ont fini, on les lâche en pleine nature ou est-ce qu'il y en a qui reviennent? Ou enfin, comment on évalue aussi un peu le travail qui a été fait. Et je voulais aussi demander à Fake You ce que elle en pensait. Ce qu'elle pouvait nous dire ce qu'elle pensait de ce travail et puis de l'intérêt d'apprendre le français. Alors, je vais d'abord laisser répondre Féeux et je vais compléter. Donc, voilà. Pourquoi pour toi c'est encore important de continuer à apprendre le français chez nous? Oui, parce que moi, l'époque, je vais en France longtemps, mais jamais été à l'école. Et j'ai une famille, un ex-mari et tout, mais pendant que je divorce, je connais pas encore un mot lire, un mot écrire. Et je vais trouver à Arès, je l'apprends tout. Et problème maintenant, je suis nationale française, je suis invalide, je travaille pas, mais je n'ai pas cherché de travail pour l'emploi, je cherchais pas besoin. Et il y a pas de cours de formation pour moi de cours de français. Et je bloque, c'est pour l'étranger, pas pour les françaises. Et l'État veut pas payer. Mais moi, ça fait longtemps, il est à la reste, continue j'apprendre. Parce que maintenant, toujours, c'est informatique, portable, les gens, ils téléphonent plus du tout s'écrire. Et pour moi, c'est difficile. Et je travaille peut-être pas beaucoup non plus aussi à la maison. Et même chez maison, il faut rendez-vous dans l'internet, les sécurités sociales, la CAF, pas tout. Et pour moi, c'est encore difficile. Mais là, je comprends, mais là, j'arrive pas à sortir écrire. Et pour moi, c'est difficile encore, mais je voulais faire des efforts, continuer à apprendre. C'est vivre la France. il faut continuer. Il faut beaucoup apprendre, Donc oui, il y a des publics qui apprennent assez vite, qui sont vite autonomes, qui maîtrisent, comme elle a dit, assez bien l'outil Internet, les multimédias, et d'autres, vraiment, l'écrit peut être encore une barrière. Donc effectivement, l'apprentissage peut être plus ou moins long pour les gens. Mais voilà, donc voilà, Féeux est dans une bonne dynamique. Elle participe aussi à des rencontres avec d'autres associations. Malgré le fait qu'elle soit invalide, elle est très dynamique. Elle a vraiment un contact facile. Mais voilà, elle continue à exprimer le besoin d'apprendre le français par l'écrit, parce que c'est ça qui la bloque encore actuellement. Donc voilà, on essaie de répondre aussi à ces besoins particuliers d'apprentissage par l'écrit, continuer les ateliers d'écriture spécifiques. On a aussi quelques personnes qui travaillent, qui ont trouvé un emploi, mais qui n'ont pas assez bien appris le français à l'oral. Parfois, ils ont la chance d'avoir des collègues avec qui ils sont obligés de parler français, ça va. Puis il y a d'autres gens, ils peuvent être agents d'entretien, femmes de chambre, et fréquenter peu de collègues pour avancer dans l'expression orale. Et ça peut être l'expression écrite qui est encore aussi un gros souci dans leur quotidien. Et est-ce que vous avez des activités pour l'utilisation des outils informatiques? On commence à travailler sur cette thématique-là. C'est vrai qu'on travaille dans une annexe pour tout ce qui est cours de français, et puis on a le centre principal où on est un peu plus outillé. Donc voilà, on essaie de voir vraiment par quoi on faut commencer. Voilà. Après, si je donne encore des coups de main vraiment au niveau un peu administratif, mais c'est vraiment, on se rend compte que les publics les plus fragilisés par rapport à l'importance comme ça des multimédias, c'est les publics seniors. Ça, je travaille aussi sur ça, et les publics d'origine étrangère. Donc
On est vraiment sur cette idée-là de commencer à créer des groupes, des formations un peu plus spécifiques par rapport à ces besoins-là. Et ça se fait dans d'autres centres sociaux aussi. Donc on travaille en concertation un peu sur ces thématiques et ces nouveaux besoins. Ou ces besoins qui sont plus frappants maintenant qu'avant. Voilà. Eh ben, je crois qu'on va passer à la pause musicale. On va peut-être remercier nos invités. Oui. Merci à Anne, Fake et à Daniel d'avoir été avec nous. Aussi. Merci beaucoup. Et du coup, pour la musique, je me suis dit, on va proposer une chanson qui parle de langue étrangère, mais du territoire national, c'est-à-dire un patois. Et du coup, c'est la chanson des bombes de balles par les patois. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Vous êtes toujours et encore sur la RBS 91.9 et vous écoutez l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Alors, avec nous en studio pour parler de l'apprentissage de la langue française, Magali Fleury et Marianne Vollet, représentantes de l'association familiale laïque et des propositions en fleu de ce mouvement. Pouvez-vous vous présenter à nos auditrices et auditeurs et nous présenter l'association qui est la vôtre et les valeurs que vous défendez? Bonjour, donc Magali Fleury, je suis chargée de développement social et familial pour les associations familiales laïques, le conseil départemental. Bonjour, oui, je suis Marianne Vollet-Glès. Je suis présidente de l'association familiale Méno ici ailleurs et je prépare aussi, ma spécialité c'est l'orientation et je prépare le café orientation cool laïque. Alors, est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre association et les valeurs de la structure? Alors, très rapidement, les associations familiales laïques, donc 3 associations ont été créées en 1994 dans le département du Bas-Rhin et nous sommes fédérés au niveau national au sein du CNAFAL, Conseil national des associations familiales laïques. Nos valeurs, eh bien, nous défendons la laïcité, la solidarité, l'égalité de traitement, les valeurs de la République, l'égalité des droits. Voilà. Nous avons au niveau du département 4 représentants au sein de l'Union départementale des associations familiales. Voilà. Les activités de notre association sur le département sont des activités au travers d'une démarche laïque, citoyenne et solidaire. Nous proposons des temps d'écoute, d'accompagnement et d'échange, alors sur des thèmes de consommation, endettement, santé, éducation, le soutien à la parentalité. Et nous avons démarré sur le département par des activités périscolaires en direction du public enfant en école élémentaire. Et de là, eh bien, des échanges avec les familles, repérage de besoins, recueil, pas que de problèmes, hein, bien sûr. Voilà, et nous avons du coup entamé différentes activités au sein de l'école, avec les parents, avec les enfants. Bon, différentes choses, mais je reviendrai peut-être plus tard dessus, si vous voulez bien. D'accord. Bah, du coup, quelles sont les raisons qui poussent les gens à franchir les portes du fleuve? Quel est le parcours linguistique des personnes qui arrivent, en fait? Alors, concernant l'apprentissage de la langue française, les AIFL proposent dans un cadre bien particulier un apprentissage dans le cadre du dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Donc, ces ateliers sont en direction des parents dont les enfants sont accueillis en école maternelle et élémentaire. De notre côté, donc, il s'agit de 2 écoles, l'école élémentaire Stoskopf et l'école Marcel Kahn, qui se trouve dans le quartier des Poteries, à Strasbourg. Ce dispositif existe depuis un certain temps. Il a pour objectif pédagogique l'acquisition du français, la connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la société française, et enfin la connaissance bien sûr du fonctionnement et des attentes de l'école aussi vis-à-vis des parents, en fait la coéducation, hein, on va dire ça. Nous avons
environ par an une quarantaine de parents d'origine culturelle variée. Nous avons des familles qui sont primo-arrivantes et nous avons aussi des parents qui sont sur le territoire depuis parfois plus de 10 ans et qui ont vraiment besoin de pratiquer, d'apprendre et de pratiquer la langue française et de connaître également les valeurs de notre société, notre système éducatif, pour pouvoir suivre leurs enfants et au-delà, parce qu'ils ne sont pas que parents, voilà, ils sont aussi citoyens, voilà. Donc voilà ce qu'on propose actuellement. Donc c'est un cadre éducation nationale, financement éducation nationale. Alors quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la pratique de la langue ou des problèmes techniques? Alors disons qu'il y a deux choses. La première, c'est que nous avons énormément de demandes que nous ne pouvons satisfaire, puisque là, il s'agit vraiment d'un cadre particulier qui s'adresse aux parents d'un groupe scolaire. Ça, c'est une chose, mais nous avons quand même pas mal d'autres structures qui peuvent intervenir, les centres socioculturels, d'autres associations, etc. La deuxième chose que je voudrais dire, puisque ça fait un peu plus de 7 ans qu'on propose ces ateliers, déjà avant le dispositif de l'éducation nationale, ce que nous repérons, c'est le manque de pratique. Nous apportons des temps précis d'apprentissage, mais en dehors de ces temps-là, les personnes ne pratiquent pas suffisamment la langue française, alors pour des raisons diverses et variées. Certaines vont parler en famille avec leur langue d'origine, la langue maternelle, pour aussi transmettre à leurs enfants, etc. Et puis, autrement, il y a l'isolement. Des personnes qui ne sortent pas beaucoup, qui n'ont pas de vie professionnelle, sociale, très développée, et qui, du coup, restent plutôt entre soi. Voilà, et ça c'est un vrai problème pour la suite. Donc nous essayons de leur apporter, de leur proposer, nous les invitons systématiquement à d'autres activités d'ouverture, de loisirs, d'autres actions d'insertion sociale et professionnelle. Mais ça n'est pas toujours évident, il faut pouvoir être disponible. Marianne, peut-être que tu as quelque chose à rajouter. J'ajouterais, Magali, on en avait reparlé juste avant, que ces personnes dont tu parles, ces parents, sont plutôt de sexe féminin, n'est-ce pas? Ce sont des mamans, en grande majorité, même si quelques papas viennent aussi. D'où le souci, effectivement, de la pratique, qui peut-être parfois est redondante du fait qu'elles ne sortent pas peut-être autant ou qu'elles n'ont pas toujours un travail ou un emploi qui leur permet d'avoir des situations de sociabilité mixte, quoi. Absolument. Effectivement, ce sont des parents, donc avec souvent des enfants et en maternelle, en élémentaire. Le rythme, les horaires de chacun, chacune sont pas évidents. Et puis, nous avons aussi des mamans qui sont seules. Ouais. Voilà. D'accord. Quel est quels sont les problèmes, non, ça on en a déjà parlé, mais quel est le soutien que vous apportent les collectivités municipales, départementales, régionales ou même au niveau national? Je vais répondre parce que les AFL de manière générale et toutes les prestations et toutes les actions qu'on fait, on essaye depuis notre création en 1994 de les faire à l'école, dans les locaux scolaires qui sont donc gérés par la municipalité, les municipalités. Et à Strasbourg, nous demandons des locaux pour nos activités périscolaires, bien entendu, mais aussi pour les activités que nous proposons aux adultes. Et là, dans ce cadre-là, d'autant plus que c'est en lien avec la réussite scolaire des enfants. Donc, les soucis qu'on rencontre, c'est comme toujours, avoir des locaux corrects, en temps et en heure. Je crois que Magali, tu peux ajouter un peu comment ça peut infléchir certaines organisations pratiques des sessions.
Eh bien, si on parle, par exemple, de l'apprentissage donc de la langue française dans les écoles, jusqu'à présent, nous avions dans une des 2 écoles une salle disponible, équipée, etc. Et puis, l'école a ouvert une nouvelle classe et du coup, nous nous trouvons dans un espace, malgré la direction de l'école, qui est vraiment très gênée de cette situation, qu'on va appeler un SAS. D'accord. Ah oui. Quand on avait discuté en amont, vous parliez aussi d'accès à l'informatique. Alors, compliqué pour ces personnes. Oui. Alors, j'aurais pu en parler un peu plus tard, mais nous avons fêté en décembre les 10 ans d'une action que nous appelons l'accompagnement des femmes vers le retour à l'emploi par l'initiation à l'informatique. D'où est née cette action ? Nous avons effectivement eu beaucoup de contacts avec les parents de par nos activités périscolaires et donc beaucoup de mamans qui étaient en école élémentaire et qui voyaient les enfants grandir, les enfants apprenant l'outil informatique et puis elles et les papas, parce qu'il y en a aussi, n'avaient pas eu la possibilité d'apprendre à utiliser l'outil et nous avons voulu un petit peu remettre de l'équilibre d'une part. D'autre part, ces personnes, les mamans, voulaient éventuellement reprendre une activité professionnelle. Donc là aussi, ça passait dès 2006 par l'outil informatique. Cet accompagnement que nous faisons, bien sûr, c'est aller vers l'outil informatique. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est clair que ce n'est pas un scoop du tout. Nous sommes complètement dans le numérique et là, il ne s'agit pas que de l'emploi, mais l'école avec Antea, anciennement Scholastance, avec la CAF, avec les impôts, avec, voilà, la santé, tout y passe. J'entendais parler tout à l'heure dans votre émission des titres de séjour. Donc les démarches au niveau de la préfecture. Enfin, voilà, on ne peut plus rien faire sans savoir utiliser l'outil. Mais non seulement il faut l'utiliser, encore faut-il pouvoir suivre, parce que il y a les relations, ensuite la messagerie électronique. Si vous n'avez pas d'adresse mail que vous consultez de façon régulière, j'entends bien, vous risquez vraiment de passer, non seulement de passer à côté de vos droits, mais d'avoir en plus des remontrances en quelque sorte. Voilà. Donc là, on n'est plus du tout sur l'égalité de traitement. Donc les AIFEL, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas tenir. Donc il y a cette action. D'ailleurs, certaines mamans, en sortant de l'apprentissage français dans les écoles, vont venir jusqu'à cette action. C'est la continuité de leur parcours. Et par ailleurs, nous avons développé une autre action que nous appelons e-écrivain et qui est un accueil individuel ou collectif de formation, d'information, d'apprentissage et d'accompagnement suite à une écoute de la personne et des besoins pour que celle-ci puisse accéder à leurs droits. Voilà. Enfin, je pourrais en parler beaucoup. Je vais m'arrêter. Peut-être une dernière question. Peut-être Marianne, tu as quelque chose à ajouter? Non, je voulais simplement ajouter que le secteur adulte, effectivement, aux AFL, s'est développé à partir de ce qu'on appelait à l'époque la fracture numérique. On avait commencé à faire des choses en ce sens-là à la Méno, d'abord, au début des années 2000. Et ce que vient de dire Magali, c'est que en plus de 10 ans, nous avons développé une offre qui est cohérente par rapport aux besoins. On est dans l'école, les familles sont dans l'école, elles peuvent bénéficier dans 2 de nos écoles au moins où on a des périscolaires d'un apprentissage français pour la réussite de leur enfant, mais évidemment aussi pour la leur, quoi. Un certain nombre peuvent aller chez nous à Cronenbourg pour suivre les ateliers et livres. C'est un peu plus engageant, plus long aussi, puisqu'il s'agit de venir plusieurs semaines pour apprendre l'outil numérique, où on a toujours défendu une partie technique, mais Magali l'a peut-être pas assez dit, elle est présente pour l'accompagnement, pour la conversation, pour l'écoute de ces familles qui sont en petits groupes, maximum 8. Et ensuite, cet accompagnement, cette écoute, elle est décortiquée. On essaye de répondre aux besoins et Magali a mis sur pied e-écrivain, qui est une réponse plus individualisée, plus personnalisée encore pour toutes les démarches d'accès aux droits qui sont plus ou moins compliquées de nos jours.
Je rajouterais pour les personnes quand même qu'elles sachent que donc nos locaux sont équipés parce que j'entends souvent dire tout le monde aujourd'hui a un ordinateur. Je maintiens que non. Et l'accès à Internet, je maintiens également que non. On peut avoir une plaque, ce qu'on appelle les tablettes, un téléphone portable. Oui, on peut avoir aussi un ordinateur à la maison, mais il ne fonctionne pas forcément. Et on ne peut pas forcément télécharger aujourd'hui sur tout ordinateur ce qui est nécessaire pour faire ces démarches. Exactement. Donc, notre association veut et tient à permettre à toute personne d'avoir accès à l'outil, à Internet, à un scan, parce qu'il faut dématérialiser les documents, faire des photocopies, etc. Donc vraiment, c'est très très important pour nous de proposer ça. Alors évidemment, c'est dans nos locaux à Cronenbourg, mais c'est accessible. Hein. Voilà, c'est accessible. Parfait. Merci beaucoup Magali de nous avoir apporté ces éléments de réponse. Marianne a des événements à partager avec nous. Marianne, tu as la parole. Merci. Donc, un événement qui est plus ou moins en lien avec notre thématique d'aujourd'hui sur le français langue étrangère. C'est lundi prochain, le 12 février, un accueil atelier cool, café orientation off laïque, ou à la Maison Mimir, 18 rue Prechter, de 17h à 19h. Vous venez avec vos questions, si elles concernent particulièrement le français langue étrangère. Voilà, vous pourrez en discuter après peut-être avoir été sur la nouvelle plateforme où en principe, sous réserve de qu'il n'y ait pas trop de fractures numériques, n'est-ce pas Magali? Vous pouvez tout trouver de ce qui se passe dans le Grand Est, à savoir la plateforme qui s'appelle maintenant Parole Grand Est. Voilà. Je rajoute juste un petit mot pour vos auditeurs et puis pour vous aussi. Bien sûr. Voilà, nous avons un site. Donc afl67.com. En tapant AFL67, vous tomberez dessus. Et pour ceux qui ne sont pas équipés de cet outil, un numéro de téléphone 03 88 29 06 49. Nous répondons tous les matins de 9h à 12h, sauf le samedi. Alors, petit conseil pour les personnes qui veulent faire une recherche sur Internet, mais qui veulent absolument éviter Google, un moteur de recherche au niveau européen qui fonctionne très bien, c'est Qwant, Qwant. Pouvez aussi faire vos recherches là-dessus plutôt que de faire Google. Et du coup, tout en remerciant nos invités de toute la soirée. Alors, je précise bien nos invités parce que aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'avons eu que des femmes dans notre émission. Et notre émission est finie, donc du coup on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs, c'est l'adresse www.facebook.com de Strasbourg et d'ailleurs CRE. Il y a un slash entre Facebook et tout de suite la parole est donnée à nos amis d'Afrique Hebdo.